Je ne t'ai jamais considéré comme mon père. Ces 5 mots sont sortis de la bouche de mon fils, Lucas, avec une froideur qui m'a glacé le sang, alors que je me tenais dans mon propre salon, entouré de membres de la famille qui venaient d'assister à l'humiliation la plus brutale de ma vie. 71 ans d'existence, et mon propre fils venait de m'effacer de son histoire devant tout le monde. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma belle-fille Sophie a souri avec une satisfaction qui m'a retourné l'estomac. Les autres parents ont regardé ailleurs, gênés par la cruauté dont ils venaient d'être témoins. Lucas, cependant, a maintenu son regard défiant, comme s'il m'invitait à le contredire. Tout avait commencé lorsque, avec la modestie qui me caractérisait, j'avais demandé à être inclus dans la décision concernant les prochaines vacances familiales. Ce n'était pas une exigence, juste la demande discrète d'un père qui voulait simplement se sentir partie intégrante de la famille qu'il avait construite de ses propres mains. Pour lui, cependant, ma demande était une intrusion impardonnable. « Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion sur nos projets », m'a-t-il dit avec des yeux pleins de mépris. « Tu n'es que l'homme qui m'a mis au monde, rien de plus. Un étranger qui insiste pour s'immiscer dans ma vie. » Les mots m'ont frappé comme des coups invisibles. 45 ans après l'avoir vu naître, après avoir travaillé en heures supplémentaires pour payer ses études à Sciences Po, après avoir vendu ma voiture pour l'aider avec l'apport de son premier appartement, mon fils me reniait comme père. Sophie s'est approchée de lui et a chuchoté quelque chose à son oreille. Il a acquiescé et a poursuivi. « Papa est confus. Il pense qu'il a une quelconque autorité sur nous simplement parce qu'il m'a engendré, mais cela ne lui donne aucun droit sur ma famille. Ma famille, comme si je n'en faisais pas partie, comme si 45 ans de sacrifice, d'amour inconditionnel, de nuits blanches quand il avait de la fièvre et de jours sans manger pour qu'il ait quelque chose sur la table, ne signifiaient absolument rien. Les invités ont commencé à rassembler maladroitement leurs affaires. Personne ne savait quoi dire. Personne ne savait comment réagir à une si grande démonstration de cruauté filiale. Mon frère cadet, Charles, a essayé de s'approcher de moi, mais Lucas l'a arrêté d'un regard glacial. « Je pense qu'il vaut mieux que papa s'en aille. Il est en train de gâcher ma fête avec ses crises de colère. » Crise de colère, c'est ainsi que mon fils appelait l'humiliation la plus profonde que j'avais jamais subie dans ma vie. Je suis resté là, sentant chaque père Dieu me regarder avec pitié. La même pitié qu'on ressent pour un animal blessé, pour quelque chose devenu inutile, pour quelqu'un qui est simplement superflu. J'ai marché vers ma chambre avec la dignité qu'il me restait, mais avant de quitter le salon, je me suis retourné pour le regarder une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait ni douleur, ni culpabilité, ni même de colère, seulement de l'indifférence. La même indifférence qu'on porte à un meuble vieux et inutile, à une plante fanée, à quelque chose qui ne fait que déranger. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai compris quelque chose qui allait tout changer. Mon fils n'avait pas parlé sous le coup de la colère, il avait dit la vérité. Pour lui, je n'avais vraiment jamais été son père. Et le pire, c'est que j'avais été si aveugle, si désespéré de maintenir ma famille unie, que je n'avais pas réalisé que pour lui, j'étais invisible. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui dormait depuis des décennies, commençait à s'éveiller. Une voix qui me disait que cela ne pouvait pas rester ainsi, qu'un père ne peut pas être effacé de l'histoire de son fils sans conséquence, qu'il était temps que Lucas sache qui Henri Moreau était vraiment. Le lendemain, pendant que lui et son épouse dormaient dans la chambre principale de ma maison, j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Il était temps que mon fils découvre la vérité sur beaucoup de choses que j'avais gardées trop longtemps. En attendant une réponse, mon esprit a commencé à repasser tous les moments où j'aurais dû me rendre compte de ce qui se passait. Les signes étaient là depuis des années, mais j'avais choisi d'ignorer, de justifier, de pardonner. Maintenant, le cœur encore saignant des paroles de Lucas, chaque souvenir devenait cristallin. L'année dernière, quand j'ai eu 70 ans, j'ai attendu toute la journée un coup de téléphone qui n'est jamais venu.
Le lendemain, quand je l'ai finalement contacté, il m'a dit qu'il avait été très occupé par son travail. Mais ce même soir, j'ai vu sur les réseaux sociaux de Sophie des photos d'un dîner élégant qu'elle et lui avaient eu avec des amis pendant que je passais mon anniversaire seul. Ils célébraient avec des étrangers. 2 mois plus tard, j'ai découvert par hasard qu'ils avaient baptisé mon petit-fils sans m'inviter. Charles me l'a dit quand nous nous sommes rencontrés au supermarché. « Comment s'est passé le baptême du petit ?» a-t-il innocemment demandé. J'ai été glacé. Je ne savais pas de quoi il parlait. Mon propre petit-fils avait été baptisé et je n'avais pas été invité à l'un des moments les plus importants de sa vie. Quand j'ai confronté Lucas, il m'a regardé avec la même froideur que je reconnaissais maintenant. « On a oublié de te prévenir, papa. C'était quelque chose de très intime. Juste la famille proche. » La famille proche. Apparemment, le grand-père ne se qualifiait pas comme famille proche. Je me suis souvenu du dernier Noël. J'avais préparé ma maison pendant des semaines. J'avais acheté des cadeaux pour tout le monde. J'avais passé des jours à cuisiner. J'ai attendu jusqu'à 22 heures. Personne n'est venu. Quand j'ai appelé, Sophie a répondu d'une voix faussement douce. « Oh, beau papa, la journée a été compliquée. Mieux vaut reporter à une autre fois. » Il n'y a jamais eu d'autre moment. Mais le souvenir peut-être le plus douloureux fut le jour où je suis tombé gravement malade il y a 6 mois. J'ai dû appeler l'ambulance moi-même parce que je n'arrivais pas à respirer. J'ai passé 3 jours à l'hôpital et Lucas ne m'a rendu visite qu'une seule fois pendant 20 minutes. J'ai beaucoup d'engagement, papa. Je ne peux pas rester ici tout le temps comme si j'étais un enfant. Quand Sophie a attrapé la grippe le mois dernier, cependant, il a pris toute une semaine de congé pour s'occuper d'elle. Il publiait des photos sur les réseaux sociaux, apportant des fleurs, préparant des soupes, l'accompagnant chez le médecin. La différence était si évidente que c'en était douloureux. Les anniversaires de mon petit-fils sont également devenus un territoire interdit pour moi. Au début, Lucas me disait que l'enfant était trop petit et que les fêtes le stressaient. Plus tard, quand il a grandi, les excuses ont changé. La nourriture était trop chère pour tant de monde, le lieu était trop petit. Les autres enfants ne me connaîtraient pas et se sentiraient mal à l'aise avec un monsieur plus âgé. Mais sur les réseaux sociaux des autres invités, je voyais les fêtes spectaculaires qu'ils organisaient. Il y avait des clowns, des châteaux gonflables, des tables pleines de nourriture. Tous les grands-pères des amis du garçon souriaient sur les photos. Tous, sauf moi. Le schéma était toujours le même. D'abord venait l'exclusion, puis la justification, et enfin la culpabilité dirigée vers moi. Selon Lucas, j'étais trop sensible, trop exigeant, trop intrusif. Si cela me faisait mal de ne pas être invité, c'était parce que je ne comprenais pas à quel point la vie moderne était compliquée. Si je demandais pourquoi il ne m'incluait pas, c'était parce que j'étais une gêne. Sophie avait perfectionné l'art de l'exclusion subtile. Quand ils planifiaient des sorties en famille, ils en parlaient devant moi, mais comme si j'étais invisible. « Ce week-end, on va emmener le petit au parc, » disait-elle. « Ce sera magnifique. Ça fait si longtemps qu'on n'a rien fait en famille, et je restais là à écouter, attendant une invitation qui ne venait jamais. Quand je rassemblais finalement le courage de demander si je pouvais me joindre à eux, il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas approprié. La voiture était trop petite, il marcherait beaucoup et je serais fatigué, ou l'entrée était trop chère. Mais comme par magie, il y avait toujours de la place et de l'argent pour les amis de Sophie, qui se joignaient à la dernière minute. La douleur la plus profonde venait des après-midi, où je voyais mon petit-fils jouer dans le jardin et que je m'approchais pour discuter. Le petit me parlait avec affection, mais finissait toujours par me demander pourquoi je n'allais jamais nulle part avec eux. « Pourquoi papy ne va jamais aux endroits amusants ?» me demandait-il avec cette innocence que seuls les enfants possèdent. Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à un garçon de 5 ans que ses parents avaient décidé que le grand-père n'était pas assez important pour être inclus dans sa vie? Comment lui dire que l'amour qu'il ressentait pour moi n'était pas partagé par ceux qui prenaient les décisions dans cette maison? Maintenant, après avoir entendu les paroles de Lucas, tout prenait sens.
Ce n'était pas qu'ils avaient oublié de m'inviter. Ce n'était pas que les situations étaient compliquées, mais plutôt que je n'avais jamais été son père, et par conséquent, je ne méritais pas d'être traité comme le grand-père de son fils. Ils avaient construit une famille pendant des années dont j'avais été systématiquement exclu, et j'avais été trop naïf, trop plein d'espoir, trop aveugle pour le voir. Mais cela s'arrêtait là. L'appel que j'avais passé était toujours sans réponse, mais cette nuit-là, sans sommeil, quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je me suis assis à la fenêtre de ma chambre et j'ai observé la première lueur de l'aube entrer par les rideaux que j'avais moi-même installés des années auparavant. Tout dans cette maison portait ma marque, mon travail, mon dévouement. Et pourtant, ils avaient fait de moi un étranger dans mon propre foyer. De ma fenêtre, je pouvais voir le jardin que j'avais cultivé pendant des décennies. Chaque rose, chaque buisson d'herbes aromatiques, chaque arbre fruitier avait été planté de mes mains. Je me souvenais de Lucas m'aidant quand il était petit et de l'émotion que je ressentais quand les premières fleurs éclosaient au printemps. Maintenant, ce même jardin n'était que le décor des photos de famille sur lesquelles je ne figurais pas. J'ai entendu du mouvement dans la cuisine. C'était Sophie qui préparait le petit déjeuner. Pas pour moi, bien sûr. Elle ne me demandait jamais si je voulais quelque chose à manger. Elle ne préparait jamais une tasse de café supplémentaire. Nous vivions dans la même maison, mais elle avait réussi à créer une bulle familiale dont j'étais totalement exclu. C'était comme si j'étais un fantôme qui habitait les pièces du fond d'une vie qui ne m'appartenait plus. Je me suis habillé lentement, chaque mouvement rendu difficile par la compréhension de ce que j'avais nié pendant des années. Il ne s'agissait pas seulement de m'exclure d'événements importants, mais d'avoir reconstruit toute la structure familiale sans m'inclure. J'étais le grand-père invisible, le beau-père gênant, le père qui avait été rétrogradé au rang de locataire de sa propre maison. Je suis descendu et j'ai trouvé Lucas prenant son café, regardant son téléphone. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré dans la cuisine. Sophie préparait le goûter pour l'école de l'enfant et fredonnait une chanson comme si rien ne s'était passé la veille, comme si elle n'avait pas été témoin de l'humiliation la plus brutale qu'un père puisse subir. « Bonjour », ai-je dit d'une voix qui a sonné étonnamment ferme. Lucas a marmonné quelque chose d'inintelligible. Sophie m'a donné ce faux sourire qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « Bonjour, beau papa. Bien dormi ?» La question était une pure formalité. La réponse ne l'intéressait pas. Je me suis servi une tasse de café et je me suis assis à la table de ma propre cuisine, me sentant comme un invité indésirable. J'ai observé mon fils manger, j'ai étudié ses gestes, son indifférence, la facilité avec laquelle il avait détruit son père la veille. Il n'y avait pas une trace de culpabilité sur son visage, aucun malaise pour ce qu'il avait dit. Pour lui, ce n'avait été qu'une simple déclaration de fait. « Lucas », ai-je finalement dit. Il a levé les yeux avec une expression irritée, comme si ma voix était un bruit perturbateur qui interrompait sa paix matinale. « Étais-tu sérieux dans ce que tu as dit hier soir ?» Sophie a arrêté ce qu'elle faisait. Le silence est devenu dense, expectatif. Mon fils m'a regardé avec cette même froideur que je connaissais si bien et a hoché lentement la tête. Chaque mot, a-t-il répondu sans hésiter. Il était temps que les choses soient claires dans cette maison. Dans cette maison, ma maison, la maison que j'ai achetée avec l'argent de l'assurance vie de ma femme, la maison où j'ai élevé cet homme qui me reniait maintenant comme père, la maison où j'avais travaillé pendant des décennies pour créer un foyer seulement pour être transformé en intrus. « Je comprends », ai-je simplement dit. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment compris. Il n'y aurait pas de réconciliation, parce qu'il n'y avait jamais eu de relation réelle à réconcilier. Il n'y aurait pas d'excuses, parce qu'il ne sentait pas qu'il avait fait quelque chose de mal. Il n'y aurait pas de changement, parce que la situation lui convenait parfaitement telle qu'elle était. Je me suis levé de table et je suis allé dans le salon. Là étaient accrochées toutes les photos de famille que j'avais collectionnées au fil des ans. Des photos de Lucas bébé, enfant, adolescent, des photos de sa remise de diplôme,
de son mariage, de la naissance de son fils. Sur toutes ces photos, j'étais présent, souriant, fier, croyant documenter les moments importants de notre famille. Mais quelque chose que je n'avais pas remarqué avant a attiré mon attention. Sur les photos les plus récentes que Sophie avait commencé à accrocher, j'apparaissais de moins en moins. Et sur les dernières, je n'apparaissais pas du tout. Ils avaient commencé à réécrire une nouvelle histoire familiale, une dans laquelle je n'existais pas. J'ai pris l'une des photos les plus anciennes, sur laquelle Lucas avait environ 3 ans et m'embrassait avec ce sourire innocent que seuls les enfants ont. À cette époque, j'étais son monde. J'étais la personne vers qui il courait quand il se blessait, la voix qui le consolait quand il faisait des cauchemars, les mains qui le nourrissaient quand il était malade. À quel moment exact avais-je cessé d'être son père? Quand avait-il pris la décision de m'effacer de son cœur? Peut-être était-ce quand il avait rencontré Sophie. Elle venait d'une famille aisée, avec des parents diplômés de grandes écoles qui parlaient de sujets que je ne comprenais pas. Peut-être que mon fils avait honte de son père ouvrier, de mes mains calleuses, de ma façon simple de parler, de mon manque d'éducation formelle. Peut-être avait-il décidé que je ne correspondais pas à la vie qu'il voulait construire. Ou peut-être était-ce un processus graduel. Peut-être à chaque fois que j'essayais de participer à des conversations sur la politique ou l'économie et qu'il me faisait sentir ignorant, à chaque fois que j'exprimais une opinion et qu'il la rejetait comme des bavardages de vieux, à chaque fois que j'essayais de donner un conseil et qu'il me disait que les temps avaient changé et que je ne comprenais pas le monde moderne. Peu à peu, j'étais devenu une relique du passé. Utile pour s'occuper du petit quand ils avaient besoin d'une nounou gratuite. Utile pour réparer des choses dans la maison quand Lucas était trop occupé par ses activités sociales. Plus invisible pour tout ce qui comptait vraiment. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré, le même où j'avais bercé Lucas bébé, le même où j'avais passé des nuits entières à veiller sur son sommeil quand il avait de la fièvre. De là, je pouvais voir tout le salon, toute ma maison, tous les souvenirs que j'avais construits avec tant d'amour et de dévouement. Mais pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de nostalgie, ni la mélancolie qui m'envahissait habituellement en me souvenant des bons moments. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. La clarté, une clarté froide et cristalline qui me montrait la situation exactement telle qu'elle était. J'avais passé les dernières années à implorer l'amour, à implorer l'attention, à implorer une place dans une famille qui avait déjà décidé que je n'y appartenais pas. J'avais accepté des miettes d'affection. Je m'étais contenté d'être toléré plutôt qu'aimé. J'avais justifié chaque humiliation comme un malentendu ou une situation temporaire. Mais hier soir, quand Lucas avait prononcé ces paroles dévastatrices, il m'avait involontairement rendu service. Il m'avait libéré de l'illusion. Il m'avait montré que tout l'amour, tous les sacrifices, tout le dévouement que j'avais investi en lui pendant 45 ans n'avaient rien signifié. Et bien que cela fasse plus mal que les mots ne puissent l'exprimer, cela me donnait aussi quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. La vérité. La vérité était que j'avais vécu un mensonge. La vérité était que j'avais lutté pour maintenir unie une famille qui ne voulait plus de moi. La vérité était que j'avais sacrifié ma dignité, mon estime de moi, ma propre vie pour des personnes qui me considéraient comme un obstacle. Mais la vérité était autre aussi. Un homme de 71 ans qui avait survécu à la pauvreté, au veuvage et à des décennies de travail acharné n'avait pas à accepter d'être traité comme un déchet, pas même par son propre fils. Le téléphone a sonné. C'était l'appel que j'attendais toute la matinée. Monsieur Henri Moreau. La voix de l'autre côté était grave, professionnelle, mais chaleureuse. Ici, maître Richard Lefebvre. Je suis avocat à la retraite et j'habite la Maison Bleue au coin de la rue. Je dois vous parler de toute urgence au sujet de certains documents que j'ai trouvés dans les papiers de mon défunt associé. Mon cœur s'est emballé. Maître Richard Lefebvre était ce monsieur âgé qui me saluait toujours poliment quand je passais devant sa maison lors de mes promenades matinales.
Un monsieur distingué, aux cheveux grisonnants et aux manières élégantes, qui vivait seul depuis qu'il avait perdu sa femme quelques années auparavant. Nous n'avions jamais eu de conversation au-delà de salutations polies. Des documents? Je ne comprends pas, maître Lefebvre. Ma voix semblait confuse, mais quelque chose dans son ton m'indiquait que cet appel était important, plus important que je ne pouvais l'imaginer. Monsieur Moreau, je préfère ne pas en parler au téléphone. Pourriez-vous me recevoir chez vous cet après-midi? Je vous assure que ce que j'ai à vous montrer va changer beaucoup de choses. Cela concerne votre défunte épouse et certaines questions juridiques dont, je pense que vous n'êtes pas au courant. Le monde semblait s'arrêter autour de moi. Ma femme était décédée il y a 8 ans et depuis, Lucas s'était occupé de toutes les questions liées à l'héritage et à ses papiers. Il m'avait toujours dit qu'elle n'avait rien laissé de valeur, seulement des dettes qu'il avait dû couvrir. C'est pourquoi nous avions dû vendre certaines choses, et c'est pourquoi lui et sa famille avaient emménagé chez moi pour prendre soin de moi dans ma vieillesse, comme il disait. « Je serai chez moi l'après-midi, tout l'après-midi », ai-je répondu, sentant un courant électrique parcourir mon corps. « Vous pouvez venir à l'heure que vous voulez. »« Parfait. Je serai chez vous à 15 heures précises. Et monsieur Moreau, préparez-vous mentalement à entendre des choses qui pourraient vous surprendre. J'apporterai les documents originaux pour qu'il n'y ait pas de place au doute. » J'ai raccroché les mains tremblantes. Quels documents? Quelles questions juridiques? Ma femme avait été une femme simple, travailleuse, qui s'était efforcée toute sa vie de nous donner une vie digne. Qu'aurait-elle pu laisser que j'ignorais? Les heures jusqu'à 15 heures se sont traînées comme des siècles. Lucas et Sophie étaient sortis après le petit déjeuner, emmenant le petit quelque part, comme c'était typique chez eux, sans me communiquer leurs plans. Je suis resté seul dans la maison, faisant les 100 pas, essayant d'imaginer ce que maître Lefebvre allait me dire. À 15 heures précises, j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte, et là se tenait maître Richard Lefebvre, vêtu d'un élégant costume gris, portant une lourde serviette en cuir. Son expression était sérieuse, mais gentille. « Monsieur Moreau, merci beaucoup de me recevoir. » Il a retiré son chapeau avec un geste chevaleresque qu'on ne voit plus chez les hommes d'aujourd'hui. « Pouvons-nous nous asseoir? Ce que j'ai à vous montrer demande du temps et de l'attention. » Je l'ai conduit au salon et lui ai offert un café qu'il a accepté poliment. Pendant que je préparais les tasses dans la cuisine, je pouvais l'entendre ouvrir sa serviette et organiser des papiers. Le bruit du papier me rendait de plus en plus nerveux à chaque seconde. Quand je suis revenu avec le café, il avait plusieurs documents étalés sur ma table basse. Des documents officiels, avec des sceaux, des signatures, des en-têtes de notaires que je ne reconnaissais pas. Monsieur Moreau, mon défunt associé, maître Gustave Dubois, s'est occupé des affaires juridiques de votre épouse pendant plus de 20 ans. Lorsqu'il est décédé l'année dernière, j'ai examiné tous ces dossiers pour transférer les cas en suspens à d'autres collègues. C'est là que j'ai trouvé ceci. Il a pris l'un des documents et me l'a remis. C'était un acte de propriété. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai lu le nom du propriétaire, Henri Moreau. C'était l'acte de propriété de ma maison, la maison où nous étions assis, mais avec une différence cruciale. Selon ce document, j'étais le seul propriétaire légal de la propriété. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, sentant que le sol vacillait sous mes pieds. Lucas m'a dit que la maison était à son nom. Il a dit que sa mère la lui avait transférée parce que je ne comprenais pas les papiers juridiques. Richard Lefebvre a lentement secoué la tête avec une expression qui mêlait tristesse et indignation. « Monsieur Moreau, selon ces documents, votre épouse vous a tout laissé. La maison, un compte d'épargne considérable, même un petit terrain dans la campagne qui, semble-t-il, a maintenant une valeur commerciale significative. » J'étais à bout de souffle. Pendant 8 ans, j'avais cru être un fardeau pour mon fils, qui, par bonté, m'avait permis de vivre dans sa maison. Pendant 8 ans, j'avais accepté d'être traité comme un locataire, toléré dans ce qui s'avérait être mon propre foyer. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Richard Lefebvre, prenant un autre document.
Il y a aussi une assurance vie qui n'a jamais été réclamée. Et voici les relevés d'un compte bancaire à votre nom, avec des dépôts automatiques qui se sont accumulés pendant des années. Ma tête tournait. Des dépôts automatiques? De quoi? Apparemment, votre épouse avait un petit investissement dans une entreprise qui est devenue quelque chose de beaucoup plus important. Les dividendes étaient déposés sur un compte exclusivement à votre nom. Un compte dont vous n'avez jamais été informé selon ces registres. Les mains tremblantes, j'ai pris le relevé qu'il me tendait. Le chiffre, à la fin, m'a coupé le souffle. C'était plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie. De l'argent qui s'accumulait depuis des années, alors que je vivais pratiquement comme un mendiant dans ma propre maison. Comment est-il possible que Lucas n'ait rien su de tout cela? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Richard Lefebvre m'a regardé avec une expression qui mêlait compassion et ce qui semblait être de la colère contenue. « Monsieur Moreau, votre fils était présent lors de la lecture du testament. Il le savait parfaitement. Plus que cela, selon ces documents, il a agi en tant que votre procureur légal pendant toutes ces années, collectant les dividendes et administrant les biens en votre nom. Le monde s'est effondré sur moi. Non seulement il m'avait trompé pendant 8 ans, non seulement il m'avait fait croire que j'étais un poids financier, mon propre fils m'avait volé. Il avait vécu de mon argent, dans ma maison, tout en me faisant sentir comme un intrus qui dépendait de sa charité. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» ai-je réussi à demander, la voix tremblante de choc, parce que mon associé a laissé des instructions claires avant de mourir. Si quelque chose me semblait suspect dans le traitement de cette affaire, je devais vous contacter directement. Et en examinant les archives, j'ai réalisé que vous n'aviez jamais signé de procuration, jamais autorisé votre fils à gérer vos affaires, et, apparemment, jamais été informé de votre situation financière réelle. Richard Lefebvre s'est penché. Sa voix est devenue plus douce mais plus ferme. « Monsieur Moreau, vous avez été victime d'une escroquerie orchestrée par votre propre fils, et j'ai ici tous les documents nécessaires pour le prouver. » Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Pour la première fois depuis des années, c'étaient des larmes de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas un fardeau, je n'étais pas un vieil homme inutile qui dépendait de la bonté des autres. J'étais un homme qui avait été trahi, trompé et manipulé par les personnes en qui j'avais le plus confiance. « Que puis-je faire ?» ai-je demandé, sentant quelque chose de puissant s'éveiller en moi. Richard Lefebvre a souri pour la première fois depuis son arrivée. « Nous pouvons faire beaucoup, monsieur Moreau, beaucoup. Mais d'abord, je dois vous demander, êtes-vous prêt à changer complètement votre vie? Êtes-vous prêt à récupérer ce qui vous appartient, indépendamment des conséquences familiales? » J'ai pensé aux paroles de Lucas la veille. Je ne t'ai jamais considéré comme mon père. J'ai pensé aux années d'humiliation, d'exclusion, d'être traité comme un déchet dans ma propre maison. J'ai pensé à tout l'amour que j'avais donné et qui avait été impitoyablement piétiné. « Je suis prêt », ai-je répondu. Et ma voix a sonné plus ferme que ces dernières années. Je suis plus que prêt. Richard Lefebvre a complètement ouvert sa serviette et a commencé à sortir document après document, les organisant sur ma table basse, comme s'il s'agissait d'un puzzle qui était enfin résolu. Chaque feuille de papier qu'il plaçait devant moi était une pièce de plus de la trahison dans laquelle j'avais inconsciemment vécu pendant 8 ans. « Monsieur Moreau, la première chose que nous devons faire est d'établir une chronologie de tout ce qui s'est passé depuis le décès de votre épouse. J'ai besoin que vous me racontiez ce que Lucas vous a dit sur l'héritage, quels documents il vous a montrés, ce qu'il vous a fait signer. » J'ai servi une autre tasse de café, mes mains maintenant plus fermes, maintenant que le choc initial de la révélation était passé. Après les funérailles, Lucas m'a dit que sa mère avait laissé beaucoup de dettes. Il m'a montré quelques factures médicales de l'hôpital, quelques prêts qu'elle aurait souscrits avant de mourir. Il a dit que nous devions vendre certaines choses pour tout payer. Richard Lefebvre prenait des notes dans un carnet pendant que je parlais.
Vous souvenez-vous exactement de ce qui a été vendu? La voiture de ma femme, quelques bijoux qu'elle possédait, un petit appartement que nous avions loué. Lucas s'est occupé de tout. Il a dit que c'était trop compliqué pour moi, qu'il s'en chargerait. L'amertume dans ma voix était palpable, maintenant que je comprenais ce qui s'était réellement passé. Et que vous a-t-il dit spécifiquement au sujet de la maison? Il a dit que sa mère avait utilisé la maison comme garantie pour un gros emprunt et que pour ne pas la perdre, il avait dû assumer la dette. C'est pourquoi la maison serait passée à son nom pour la protéger des créanciers. Chaque mot qui sortait de ma bouche semblait plus ridicule maintenant que je connaissais la vérité. Richard Lefebvre a secoué la tête tout en cherchant dans ses documents. Voici l'acte de propriété original de la maison, signé par votre épouse 2 semaines avant sa mort. Comme vous pouvez le voir, il précise clairement que la propriété passe intégralement à Henri Moreau, à la condition expresse qu'elle ne puisse jamais être vendue sans votre consentement écrit et avec des témoins. J'ai pris le document d'une main tremblante. Il y avait l'écriture de ma femme, sa signature inconfondable, les mots qui protégeaient mon avenir. Mais comment a-t-il pu, alors? Lucas a falsifié votre signature sur plusieurs documents. J'ai ici des copies de papier où votre nom apparaît, autorisant des transferts, des ventes, des transactions bancaires. Mais regardez ceci. Richard Lefebvre a placé 2 signatures côte à côte. L'une était clairement la mienne. L'autre était une grossière falsification. Un expert en graphologie confirmerait immédiatement que ces signatures sont fausses. L'horreur de ce que je découvrais m'étouffait. Non seulement il m'avait trompé, mais il m'avait volé et manipulé de façon criminelle et systématique. Depuis combien de temps fait-il cela? Ai-je demandé. Selon ses registres, il a commencé immédiatement après les funérailles. Voici le premier retrait du compte d'épargne que votre épouse vous a laissé. 50 000 € 2 mois après le décès. Et voici les retraits suivants, toujours avec votre prétendue autorisation. Richard Lefebvre m'a montré une feuille avec une liste de transactions qui m'a donné le vertige. Des milliers et des milliers d'euros retirés au cours de 8 ans. Toujours avec des justifications dont je me souvenais maintenant. Réparation de la maison, facture médicale du père, entretien du terrain, impôts en retard. Mais voici le pire, a-t-il poursuivi, sortant un nouveau dossier. Votre fils a utilisé la maison comme garantie pour des prêts en son nom. Des prêts qu'il a contractés, mais qui sont garantis par votre propriété. Regardez ces documents. 3 prêts différents, totalisant 200 000 €. Je suis resté sans voix. Cela signifie que vous pourriez légalement perdre la maison s'il ne rembourse pas ses prêts. Même si vous n'avez rien autorisé, même si vous n'avez jamais bénéficié de cet argent, même si vous ne saviez même pas que ces prêts existaient. L'ampleur de la trahison était écrasante. Pendant 8 ans, je m'étais senti coupable d'être un poids pour mon fils, alors qu'en réalité, il vivait confortablement de mon argent et risquait ma maison pour ses propres avantages. Maître Lefebvre, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Que devons-nous faire pour réparer cela? Richard Lefebvre a souri en signe d'approbation. J'aime votre attitude, monsieur Moreau. D'abord, demain matin, nous devons aller immédiatement à la banque pour que vous repreniez le contrôle de vos comptes. Ensuite, nous devons déposer une plainte pour escroquerie et falsification de documents. Et enfin, nous devons protéger vos biens avant que votre fils ne puisse causer plus de dommages. Combien de temps cela prendra-t-il? Si nous agissons rapidement, nous pouvons avoir les mandats judiciaires dans les 48 heures. Les banques devront geler tous les comptes jusqu'à ce que la situation juridique soit résolue et votre fils ne pourra plus effectuer aucune transaction sous peine d'être poursuivi au pénal. Le bruit de la porte d'entrée a interrompu notre conversation. Lucas et Sophie étaient revenus. J'ai entendu leur voix dans le couloir, le rire de mon petit-fils, le bruit des sacs de course posés par terre. Ils avaient dépensé de l'argent, mon argent, alors que je croyais être un fardeau pour eux. Que faisons-nous maintenant? Ai-je chuchoté à Richard Lefebvre en montrant la porte. Maintenant, nous ne faisons rien.
Vous agissez normalement, vous ne mentionnez pas cette conversation, vous ne confrontez personne. Nous avons besoin de l'effet de surprise de notre côté. » Richard Lefebvre a commencé à ranger rapidement les documents. « Demain matin, à 9 heures précises, je vous attends dans mon bureau. J'ai un petit cabinet chez moi où nous pourrons travailler sans interruption. Ils ne doivent pas se douter de quoi que ce soit. Monsieur Moreau, pendant 8 ans, vous avez été la victime silencieuse parfaite. Un jour de plus ne fera pas de différence, sauf que maintenant, vous connaissez la vérité. » Il s'est levé et m'a serré la main. « Et la vérité, monsieur Moreau, vous libérera. » Quand Richard Lefebvre est parti, je suis resté assis dans le salon, entouré des preuves invisibles d'années de trahison. Lucas est entré quelques minutes plus tard, portant des sacs d'un magasin cher du centre commercial. « Qui était ce type qui sortait quand nous sommes arrivés ?» a-t-il demandé avec cette indifférence désinvolte que je reconnaissais maintenant comme un masque. Maître Lefebvre, du coin de la rue, est venu me demander des conseils pour des réparations chez lui. J'ai menti avec une facilité qui m'a surpris. Des années à marcher sur la pointe des pieds avaient perfectionné ma capacité à éviter les conflits. Étrange, il n'est jamais venu ici. Il y avait une note de méfiance dans sa voix qui ne m'a pas plu. « Les voisins âgés se sentent parfois seuls », ai-je répondu, gardant un ton neutre. Il voulait des conseils pour une fuite dans le toit. Lucas a semblé accepter cette explication et est allé dans sa chambre avec ses achats, mais quelque chose dans son regard m'a dit que je devais être très prudent. Mon fils était beaucoup de choses, mais pas stupide. S'il commençait à soupçonner que quelque chose changeait, il pourrait prendre des mesures pour se protéger. Ce soir-là, pendant le dîner, je les ai observés avec un regard neuf. Chaque bouchée qu'il prenait était payé avec mon argent. Chaque vêtement qu'il portait avait été acheté avec mes ressources. L'école privée de mon petit-fils, la voiture qu'il conduisait, les vacances dont il m'excluait. Tout était financé avec l'argent que ma femme m'avait laissé pour ma sécurité. « Demain, je sortirai tôt », ai-je annoncé avec désinvolture. « J'ai un rendez-vous médical. »« Médical ?» a demandé Sophie avec une fausse inquiétude. « C'est grave ?»« Juste un contrôle de routine. À mon âge, il faut prendre soin de sa santé. » Lucas n'a même pas levé les yeux de son assiette. Ma santé n'avait jamais été une priorité pour lui, à moins qu'elle ne génère des coûts qu'il devait couvrir avec mon propre argent. Après le dîner, je suis allé me coucher tôt. Je devais assimiler tout ce que j'avais découvert, planifier ce qui allait suivre. Pour la première fois en 8 ans, je me suis couché en sachant que j'avais du pouvoir, que j'avais des options, que j'avais la vérité de mon côté. Mais je savais aussi que les 48 prochaines heures changeraient tout pour toujours. Et bien que j'aie peur de la confrontation qui approchait, je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. L'espoir de retrouver ma dignité, mon autonomie, ma vie. Lucas avait cru qu'il pouvait m'effacer de l'histoire, me transformer en fantôme dans ma propre maison, mais il était sur le point de découvrir qu'Henri Moreau était tout sauf invisible. Le lendemain matin, à 8 heures, je suis sorti de la maison sous prétexte de mon rendez-vous médical. Lucas et Sophie prenaient leur petit déjeuner, complètement ignorants de l'ouragan qui était sur le point de s'abattre sur leur vie parfaitement construite, faite de mensonges et d'argent volé. Pour la première fois depuis des années, je pouvais les regarder sans culpabilité, sans sentir que je leur devais quelque chose. Maintenant, je savais que c'était eux qui me devaient tout. Le bureau de Richard Lefebvre était confortable, adapté de sa maison, rempli de livres de droit et de dossiers méticuleusement organisés. Il m'a accueilli avec du café frais et un sourire qui transmettait la confiance. Sur son bureau, il avait déjà préparé tous les documents dont nous aurions besoin pour détruire les mensonges de mon fils. « Êtes-vous prêt à commencer ?» m'a-t-il demandé, indiquant une chaise en face de son bureau. « Plus que prêt », ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma voix. Les 4 heures suivantes ont été les plus productives que j'avais eues dans ma vie depuis des années. Nous sommes allés à la banque, où j'ai été identifié comme le véritable titulaire des comptes que Lucas avait gérés. Le directeur, un jeune homme efficace,
a pâli lorsque Richard Lefebvre lui a expliqué la situation et lui a montré les documents falsifiés. « C'est très grave », a murmuré le directeur, examinant les fausses signatures. « Nous devons en informer les autorités immédiatement et, bien sûr, geler tous les comptes jusqu'à ce que la situation juridique soit résolue. » « C'est exactement ce que nous voulons, » a répondu Richard Lefebvre. « Mais nous avons besoin que M. Moreau ait accès à une somme raisonnable pour ses dépenses personnelles, pendant que tout est résolu. La banque m'a accordé un accès immédiat à 10 000 € et a bloqué tout le reste. C'était la première fois en 8 ans que j'avais mon propre argent entre les mains. De l'argent que je pouvais dépenser sans avoir à demander la permission à personne, sans avoir à justifier chaque centime comme si c'était une aumône. Ensuite, nous sommes allés au commissariat où nous avons déposé une plainte formelle pour escroquerie et falsification de documents. Le greffier en charge, un homme d'âge moyen à l'expression austère, a examiné tous les papiers avec un professionnalisme soigneux. « Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cela ?» m'a-t-il demandé. « C'est votre fils. Une fois que nous aurons présenté ces accusations, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il risque une peine de prison. » La question m'a fait m'arrêter un moment. Malgré tout ce que j'avais découvert, malgré la trahison et les mensonges, il était toujours mon fils, le garçon que j'avais élevé, à qui j'avais donné tout mon amour, toute ma vie. Mais je me suis alors rappelé ces paroles. Je ne t'ai jamais considéré comme mon père. Je me suis souvenu des années d'humiliation, d'exclusion, d'être traité comme un déchet dans ma propre maison. Je me suis souvenu qu'il avait eu de multiples occasions de me dire la vérité, de me traiter avec dignité, de reconnaître que j'étais le véritable propriétaire de tout ce dont il jouissait. « J'en suis sûr, » ai-je répondu. « Mon fils a décidé que je ne suis pas son père. Maintenant, je décide qu'il ne peut plus me voler impunément. » Le greffier a acquiescé et a scellé les documents. Nous aurons les mandats judiciaires près demain matin. Je vous recommande de ne pas rester seul lorsqu'ils seront exécutés. De telles situations peuvent devenir très tendues. Quand je suis rentré à la maison, il était presque 15 heures. Lucas était dans le salon avec son ordinateur portable, travaillant à domicile, comme il le faisait 2 fois par semaine. Sophie était à la natation avec le petit. C'était le moment parfait pour commencer la phase suivante de mon plan. « Lucas », ai-je dit d'une voix tranquille, « je dois te parler de quelque chose d'important. » Il a levé les yeux avec une expression irritée. « Je suis au milieu d'une visioconférence importante. »« Termine-la », ai-je simplement dit. « Ceci ne peut pas attendre. » Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter car il a fermé son ordinateur portable sans protester. Je me suis assis en face de lui, sur le canapé. J'ai étudié son visage, cherchant une trace du garçon qu'il avait été, un signe d'humanité, de remords, d'amour. « Comment s'est passé ton rendez-vous médical ?» a-t-il demandé, remplissant le minimum de formalités. « Ce n'était pas un rendez-vous médical, » ai-je répondu calmement. « Je suis allé chez un avocat, puis à la banque, et ensuite j'ai déposé une plainte. » La couleur a quitté son visage. Ses yeux se sont durcis, mais j'ai pu voir aussi une lueur de peur. « De quoi parles-tu »« Je parle du fait que je sais tout, Lucas. Je sais que cette maison m'appartient. Je sais que l'argent que tu as dépensé pendant 8 ans est le mien. Je sais que tu as falsifié ma signature pour me voler. Je sais que tu as menti sur tout depuis le jour où ta mère est morte. » Il est resté silencieux pendant de longues secondes, traitant mes paroles, calculant ses options. Finalement, son expression a changé pour cette froideur que je connaissais si bien. « Et que comptes-tu faire avec cette information ?» a-t-il demandé, la voix aussi glaciale que les yeux. « Je l'ai déjà fait. Demain, les autorités viendront avec des mandats judiciaires. Tous les comptes sont gelés et tu devras faire face à une accusation criminelle. » Lucas s'est levé brusquement et a commencé à marcher de long en large comme un animal en cage. « Tu es fou si tu penses que je vais permettre à un vieux ignorant de détruire tout ce que j'ai construit. »« Ce que tu as construit avec mon argent, l'ai-je corrigé, maintenant ma voix ferme. Et je ne suis pas un vieux ignorant, Lucas. Je suis ton père.
Même si tu as décidé de ne pas me voir comme tel. Exactement. Tu n'es pas mon père. Tu es juste l'homme qui m'a engendré, et maintenant tu agis comme l'égoïste que tu as toujours été, détruisant ta propre famille à cause d'argent. L'ironie de ces paroles était si absurde qu'elle m'a presque fait rire. Lui qui m'avait volé pendant 8 ans m'accusait d'être égoïste pour vouloir récupérer ce qui m'appartenait. « Lucas », ai-je dit, en me levant pour être à sa hauteur, « je veux que tu saches quelque chose. Pendant des années, tu m'as fait me sentir coupable d'exister, d'être un fardeau, d'avoir besoin de choses basiques comme le respect et la dignité. Mais maintenant, je comprends que le parasite dans cette relation, c'est toi. C'est toi qui as vécu de moi sans rien donner en retour. Sans rien donner en retour, je t'ai donné un toit. Mon toit, Lucas, ma maison, mon argent, mon héritage. Tu ne m'as rien donné qui ne m'appartenait déjà. » Il s'est approché de moi, essayant de m'intimider par sa présence physique, mais je n'avais plus peur. Après des décennies à marcher sur la pointe des pieds, à accepter des miettes d'affection, à permettre d'être traité comme un déchet, j'avais enfin retrouvé ma colonne vertébrale. « Tu sais ce qui va se passer quand Sophie saura ça ?» m'a-t-il menacé. « Elle partira et emmènera ton petit-fils, et tu ne le reverras plus jamais. » « Sophie peut partir quand elle veut, » ai-je répondu calmement, « mais elle devra quitter ma maison, et quant à mon petit-fils, quand il grandira, il comprendra que son grand-père a eu la dignité de se défendre quand son propre fils l'a trahi. » Lucas m'a regardé avec une expression qui mêlait haine, désespoir et ce qui aurait pu être du respect. Pour la première fois depuis des années, il me voyait comme un véritable adversaire, pas comme une victime silencieuse. « Ça ne va pas se passer comme ça, » a-t-il murmuré entre ses dents. « Tu as raison, ai-je répondu, ce n'est que le début. Demain, quand les autorités viendront, tu devras leur expliquer comment tu as dépensé plus de 300 000 € qui ne t'appartenaient pas. Tu devras expliquer pourquoi tu as falsifié ma signature des dizaines de fois. Tu devras expliquer pourquoi tu as menti à ton propre père pendant 8 ans. » Lucas a marché, vaincu mais toujours dangereux, vers l'escalier. « Tu le regretteras », a-t-il crié avant de monter dans sa chambre. « Non, lui ai-je répondu, bien qu'il ne puisse plus m'entendre. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis tant de temps à découvrir qui tu es vraiment. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner spécial. J'ai pris la belle vaisselle, les verres en cristal qui avaient appartenu à mon père, les bougies que je gardais pour les occasions spéciales. Quand Sophie est revenue avec le petit, elle a trouvé la table dressée comme pour une célébration. « Que célébrons-nous » a-t-elle demandé avec curiosité. « La vérité » ai-je simplement répondu. « Nous allons enfin connaître toute la vérité. » Le dîner s'est déroulé dans un silence tendu qu'on aurait pu couper au couteau. Lucas était descendu avec une expression sombre. Il évitait mon regard. Il poussait la nourriture dans son assiette sans presque la goûter. Sophie essayait de maintenir une conversation normale avec le petit, mais même elle sentait que quelque chose dans l'atmosphère de la maison avait changé. Mon petit-fils, avec cette intuition spéciale que les enfants ont, mangeait en silence et observait le visage des adultes avec inquiétude. Lorsque nous avons terminé le plat principal, je me suis levé pour servir le dessert. « Avant de continuer, » ai-je annoncé en appuyant mes mains sur le dossier de ma chaise, « j'ai quelque chose d'important à vous dire à tous. » Sophie a froncé les sourcils. Lucas a continué à regarder son assiette. Mon petit-fils a levé les yeux, espérant que ce serait quelque chose de bien, quelque chose qui allégerait la tension qu'il ressentait. « Ce matin, je suis allé voir un avocat, » ai-je commencé, ma voix claire et ferme. « Je suis aussi allé à la banque et au commissariat, et j'ai découvert des choses qui vont tout changer dans cette famille. » Sophie a crispé le visage. « Quelles choses, beau papa? Des choses comme le fait que cette maison est à moi, légalement à moi, et l'a toujours été. Des choses comme le fait qu'il existe des comptes bancaires à mon nom, avec des centaines de milliers d'euros dont je n'ai jamais su l'existence. Des choses comme le fait que ma femme m'a laissé un héritage considérable que quelqu'un m'a caché pendant 8 ans. » La fourchette de Sophie a glissé de ses mains et est tombée dans son assiette avec un bruit métallique qui a résonné dans le silence.
De quoi parlez-vous? Je parle du fait que Lucas vous a menti à tous pendant des années. Il vous a fait croire que cette maison était à lui, qu'il subvenait aux besoins du pauvre père démuni, qu'il était un fils généreux qui portait le fardeau de s'occuper d'un vieillard. Mais la vérité, c'est qu'il a vécu de mon argent, dépensé mon héritage, utilisé ma maison comme garantie pour des prêts que je n'ai jamais autorisés. Sophie s'est tournée vers Lucas avec une expression de choc. Est-ce vrai? Lucas a finalement levé les yeux, son visage un masque d'amertume et de défi. C'est vrai, a-t-il dit avec une froideur qui m'a glacé le sang. Et je le referai 1000 fois. Cet homme n'a jamais mérité cet argent. Maman a commis une erreur en laissant tout à quelqu'un qui ne comprend pas la valeur de l'argent, qui ne sait pas comment le gérer, qui l'aurait gaspillé en bêtises. Des bêtises, ai-je répété, sentant la colère commencer à bouillir dans ma poitrine. Quelle bêtise, Lucas! Comme donner de l'argent à n'importe quel mendiant qui frappe à la porte, comme aider les familles nécessiteuses du quartier, comme subvenir aux besoins de la moitié du voisinage quand ils ont des problèmes. Sa voix est devenue plus venimeuse. Maman savait que tu étais trop sentimental, trop naïf. C'est pourquoi elle m'a demandé de m'occuper des finances. Mensonge! Ai-je explosé, frappant la table si fort que les verres ont tremblé. Ta mère ne t'a jamais demandé de me voler. Ta mère m'aimait et avait confiance en moi. Tu as décidé de ton propre chef que tu avais plus droit à mon héritage que moi-même. Sophie semblait traiter l'information, son visage passant par des expressions de choc, de confusion et quelque chose ressemblant à de l'horreur. Lucas, as-tu vraiment volé ton père? Je n'ai rien volé, a-t-il répondu avec arrogance. J'ai géré des ressources qui auraient été gaspillées par quelqu'un qui n'a pas la capacité mentale pour s'en occuper. La cruauté de ses paroles m'a coupé le souffle un instant. Non seulement il avait volé mon argent, mais maintenant il essayait de le justifier en disant à sa femme que j'étais mentalement incapable. Capacité mentale? Ai-je demandé, la voix tremblant d'indignation. Tu fais référence à la même capacité mentale avec laquelle je t'ai élevé quand ta mère travaillait en double poste. La même capacité avec laquelle j'ai entretenu cette maison pendant 30 ans sans que rien ne manque. La même capacité qui m'a permis de travailler et d'économiser pour payer tes études. C'était avant, papa, a-t-il murmuré. Les gens vieillissent, perdent leur capacité. C'était ma responsabilité de protéger le patrimoine de la famille. Protéger en dépensant pour des vacances de luxe dont tu m'as exclu, protéger en achetant des vêtements chers et des voitures neuves, protéger en l'utilisant comme garantie pour des prêts personnels. J'ai sorti de ma poche l'un des documents que Richard Lefebvre m'avait donné. Veux-tu expliquer à ta femme pourquoi tu as utilisé les 50 000 € que tu as retirés en janvier ou les 30 000 € en mars? Sophie a pris le document d'une main tremblante et a lu les chiffres, les dates, les valeurs. Son visage est devenu pâle. Lucas, cet argent? Tu m'as dit que tu avais reçu une prime au travail. Et j'en ai reçu une, a-t-il répondu défensivement. Une prime que je méritais pour m'être occupé de lui toutes ces années. Une prime payée avec mon argent, ai-je crié, ne contenant plus ma colère. Une prime que tu t'es donnée à toi-même, en volant ce que ta mère m'a laissé pour ma sécurité. Mon petit-fils a commencé à pleurer, effrayé par les cris. Sophie l'a instinctivement pris dans ses bras, mais son regard est resté fixé sur son mari avec une expression d'horreur croissante. « Combien ?» a demandé Sophie, la voix étranglée. « Combien d'argent as-tu pris? Plus de 300 000 € ces 8 dernières années ?» ai-je répondu avant que Lucas ne puisse mentir. Plus la maison, plus les terrains, plus les investissements qui continuent à rapporter de l'argent et qu'ils continuent à percevoir en mon nom. Sophie s'est levée brusquement, toujours avec le petit dans les bras. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que tu m'as menti pendant des années, que tu as menti à ton propre père, que tu nous as fait vivre comme des parasites. Nous ne sommes pas des parasites, a hurlé Lucas, se levant aussi. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai subvenu aux besoins de cette famille. J'ai pris les décisions difficiles qu'ils n'auraient jamais pu prendre.
Avec son argent, a riposté Sophie, élevant la voix. Je pensais tout ce temps que nous construisions quelque chose ensemble, que nous prospérions par nos efforts, mais il s'avère que nous vivions de l'argent volé à une personne âgée. Il n'est pas n'importe quelle personne âgée, c'est mon père, a crié Lucas, comme si cela justifiait tout. Exactement, ai-je dit, me levant lentement, sentant tout le pouvoir que j'avais perdu depuis des années me revenir. Je suis ton père, l'homme qui t'a élevé, qui s'est sacrifié pour toi en tout, et tu as choisi de me voler, de me tromper, de m'humilier et de me traiter comme un déchet dans ma propre maison. Et que comptais-tu faire avec tout cet argent, m'a attaqué Lucas. Le donner, le dépenser, le laisser à une église à ta mort. Je comptais l'utiliser pour vivre dans la dignité, ai-je répondu calmement. Pour ne pas avoir à demander la permission d'acheter mes médicaments, pour ne pas avoir à me sentir coupable de manger dans ma propre maison, pour pouvoir offrir des cadeaux à mon petit-fils sans qu'on me fasse sentir comme un fardeau. Sophie m'a regardé avec des larmes aux yeux. « Beau papa, je ne savais pas. Si j'avais su... »« Je sais, ma chère, » ai-je dit doucement. « Toi aussi, tu as été victime de ces mensonges. Mais maintenant que tu connais la vérité, que vas-tu faire ?» Lucas s'est approché de sa femme, essayant de prendre sa main libre. « Sophie, tu ne peux pas croire ce vieux. Il est sénile, il est confus. Probablement que cet avocat profite de lui pour lui soutirer son argent. » Sophie a reculé, comme s'il était quelque chose de répugnant. « Non, Lucas. La seule personne qui a profité de lui, c'est toi, et tu m'as rendu complice de tes mensonges sans que je le sache. Demain, les autorités viendront, ai-je annoncé calmement. Elles apporteront des mandats judiciaires pour examiner tous les comptes, tous les documents, tous les biens, et elles apporteront des mandats d'arrêt. » La couleur a complètement quitté le visage de Lucas. Des mandats d'arrêt, falsification de documents, escroquerie, abus de confiance. Ce sont des crimes graves, Lucas, des crimes qui peuvent te mettre en prison pour des années. Il s'est effondré sur sa chaise, comprenant enfin que son monde construit sur des mensonges s'effondrait irrévocablement. Sophie était toujours debout, portant le petit, regardant son mari comme s'il était un étranger. « Je veux que tu saches quelque chose, Lucas, » ai-je dit, la voix maintenant douce, mais implacable. « Tu as eu 8 ans pour me dire la vérité. 8 ans pour me traiter avec dignité. 8 ans pour m'inclure dans la famille que j'ai moi-même financée sans le savoir. Mais tu as choisi de m'humilier, de m'exclure et de me voler. Tu as choisi de me dire que tu ne m'as jamais considéré comme ton père. » Je me suis approché de lui, alors qu'il avait toujours la tête dans les mains. « Eh bien, mon fils, maintenant ton père va te montrer ce que c'est que d'assumer les conséquences de tes actes. Et ce sera une leçon que tu n'oublieras jamais. » Le lendemain matin, à 8 heures, 3 voitures de police se sont arrêtées devant ma maison. Des policiers, des officiers du ministère public et un expert sont descendus des voitures avec des documents et des équipements pour exécuter les mandats judiciaires. Je les attendais dans le salon, vêtu de mes meilleurs habits, me sentant plus digne que je ne l'avais été depuis des années. Lucas avait passé la nuit éveillé, préparant ses affaires en silence. Je pouvais entendre ses pas désespérés dans le couloir. Sophie avait pleuré tard dans la nuit, mais pas de tristesse pour lui, mais de honte d'avoir été complice de ses mensonges pendant si longtemps, sans le savoir. Quand la sonnette a retenti, Lucas est descendu avec une valise dans chaque main et une expression de défaite totale sur le visage. Les officiers sont entrés, professionnels mais fermes, ont présenté les mandats judiciaires et ont immédiatement commencé à examiner les documents et les ordinateurs. « Lucas Moreau, » a dit l'officier en charge, « vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, escroquerie et abus de confiance. Vous avez le droit de garder le silence et de demander un avocat. » Pendant qu'il lisait ses droits, Lucas m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de froideur ni d'arrogance dans ses yeux. Il y avait quelque chose qui ressemblait à des remords. Mais c'était trop tard. Il avait eu 8 ans pour montrer des remords, 8 ans pour changer son comportement.
8 ans pour me traiter comme le père que j'avais été pour lui. Papa, a-t-il murmuré pendant qu'on lui mettait les menottes, est-ce que ça va détruire la famille? Non, Lucas, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris. Tu as déjà détruit la famille, il y a des années. Je ne fais que reconstruire ce qu'il en reste. Ils l'ont emmené en silence. Sophie était dans l'escalier, avec mon petit-fils dans les bras, assistant à l'arrestation de son mari pour avoir volé son propre père. Le petit ne comprenait pas totalement ce qui se passait, mais il savait que quelque chose de grave se produisait. Après que Lucas a été emmené, Sophie est descendue lentement, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Beau papa » a-t-elle commencé d'une voix étouffée. « Je dois vous demander pardon. Je sais que je ne connaissais pas la vérité, mais je sais aussi que j'aurais dû voir les signes. J'aurais dû me demander pourquoi vous étiez traité comme si vous n'apparteniez pas à votre propre famille. » Je me suis approché d'elle et j'ai pris ses mains dans les miennes. « Sophie, toi aussi, tu as été victime de ces mensonges. Il était très habile à manipuler la vérité, à te faire penser que j'étais un fardeau, que vous me faisiez une faveur. Mais j'ai participé à votre exclusion, a-t-elle poursuivi, les larmes coulant sur son visage. Toutes ces fois où nous avons organisé des sorties sans vous inviter, toutes ces fêtes où nous vous avons fait vous sentir invisible. Je savais que c'était mal, mais Lucas avait toujours une explication qui semblait sensée. L'important, c'est que maintenant tu connais la vérité, ai-je dit doucement. La question est, que vas-tu faire de cette vérité? Sophie a regardé autour d'elle la maison, ma maison, où elle avait vécu pendant des années en pensant en être la propriétaire. Je ne sais pas si j'ai le droit de rester ici, c'est votre maison, et j'ai fait partie du problème. Cette maison est assez grande pour nous tous, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de savoir que les choses seront différentes. J'ai besoin de savoir que je serai traité avec respect, que je serai inclus dans les décisions qui concernent notre petite famille reconstruite, que mon petit-fils grandira en sachant qui est vraiment son grand-père. Sophie a acquiescé énergiquement. Oui, bien sûr. Plus que cela, je veux que mon fils voie un homme fort qui se défend quand c'est nécessaire. Je veux qu'il apprenne de vous ce qu'est la dignité. Dans les jours qui ont suivi, la maison s'est complètement transformée. Sans la présence toxique de Lucas, sans ses manipulations constantes et sa cruauté froide, l'atmosphère est devenue plus chaleureuse, plus honnête, plus semblable à un véritable foyer. Sophie a commencé à m'inclure dans tout. Elle me demandait mon avis pour les repas, sollicitait mon opinion sur les projets du petit, m'incluait dans ses conversations téléphoniques avec ses amis. Pour la première fois depuis des années, je me sentais patriarche de la famille, non plus un locataire toléré. Mon petit-fils, libéré de la tension constante qui planait sur la maison, a commencé à se rapprocher davantage de moi. Il n'y avait plus de regard nerveux vers son père quand il m'embrassait. Il n'y avait plus de chuchotement sur la raison pour laquelle Papy ne pouvait pas aller à certains endroits. Maintenant, je pouvais l'aimer ouvertement, et il pouvait retourner cet amour sans restriction. « Papy », m'a-t-il dit un après-midi, alors que nous réparions ensemble son jouet préféré. Ma maîtresse dit que les personnes âgées sont sages, parce qu'elles ont beaucoup vécu. Vous êtes sage. J'apprends encore, ai-je répondu, ajustant une petite pièce du jouet. Parfois, la sagesse arrive tard dans la vie, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre à se valoriser. Avec l'argent que j'ai récupéré, j'ai pu faire des choses que je ne faisais plus depuis des décennies. J'ai rénové le garage, qui avait besoin de réparation depuis des années. J'ai acheté de nouveaux vêtements, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le voulais. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie au centre communautaire de la ville. Pour la première fois depuis des années, j'avais des amis, mes propres activités, une vie qui allait au-delà d'être père ou grand-père. Mais le plus important, peut-être, c'est que j'ai finalement compris quelque chose de fondamental. L'amour ne peut pas être unilatéral pour toujours. Pendant des décennies, j'ai donné un amour inconditionnel, espérant recevoir au moins des miettes d'affection en retour. J'ai confondu sacrifice avec amour, tolérance avec patience,
abus avec les difficultés normales de la vie en famille. Maintenant, je sais qu'aimer quelqu'un ne signifie pas permettre à cette personne de vous détruire. Je sais qu'être père ne signifie pas accepter n'importe quel traitement de la part des enfants. Je sais que l'âge ne transforme pas une personne en déchet et que la famille qui vous blesse ne mérite pas plus de considération que la famille qui vous aime vraiment. Richard Lefebvre, mon avocat et maintenant mon ami, me rend visite chaque semaine. Nous prenons un café dans le jardin et parlons de livres, de politique, de la vie. Il m'a montré qu'un homme de 71 ans peut commencer un nouveau chapitre, peut se réinventer, peut revendiquer la place qu'il mérite dans le monde. « Regrettez-vous d'avoir dénoncé votre fils ?» m'a-t-il demandé récemment, alors que nous regardions mon petit-fils courir entre les arbres du jardin. « Jamais !» ai-je répondu sans hésiter. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour le faire. Je regrette d'avoir accepté d'être traité comme invisible pendant des années, mais le dénoncer a été la chose la plus courageuse et la plus aimante que je pouvais faire. « Aimante ?» a-t-il demandé avec curiosité. « Oui, parce que je lui ai finalement montré que les actions ont des conséquences. Je lui ai montré que voler est mal, peu importe qui est la victime. J'ai prouvé que mentir et manipuler ne sont pas des stratégies durables pour construire une vie. Si je l'aimais vraiment, c'était mon obligation de l'arrêter avant qu'il ne blesse davantage de personnes. Hier, j'ai trouvé une lettre que Lucas m'a écrite de prison. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai laissée sur la table à manger pendant des heures, me demandant si je voulais savoir ce qu'il avait à dire. Finalement, avec Sophie à mes côtés comme soutien émotionnel, je l'ai ouverte. C'était une lettre courte, pleine de justifications et d'apitoiement sur soi. Elle disait qu'il avait appris la leçon, que tout serait différent quand il sortirait, qu'il espérait que nous pourrions être une famille à nouveau. Mais nulle part dans cette lettre, il n'y avait une demande de pardon sincère. Nulle part, il ne reconnaissait le mal qu'il m'avait causé. Nulle part, il n'assumait l'entière responsabilité de ses actes. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, Lucas comprendra vraiment ce qu'il a fait. Peut-être qu'un jour, il sera capable d'une demande de pardon sincère. Mais je ne vais plus passer ma vie en attente, espérant un moment qui pourrait ne jamais venir. Je ne sacrifierai plus mon présent pour la possibilité d'un futur qui pourrait ne jamais se concrétiser. Ce matin, en prenant mon café et en regardant les informations, j'ai ressenti beaucoup de tristesse en entendant parler d'autres personnes âgées victimes d'abus de la part de leur propre famille. Des hommes et des femmes qui remettent leur retraite à des enfants manipulateurs, qui sont abandonnés dans des maisons de retraite contre leur volonté, qui sont traités comme un poids inutile par les personnes qui devraient le plus les aimer. À toutes ces personnes âgées, je veux dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour se battre. Il n'est jamais trop tard pour revendiquer sa dignité. Il n'est jamais trop tard pour dire non aux abus, peu importe d'où ils viennent. J'avais 71 ans quand j'ai décidé de me battre pour mon droit d'être traité avec respect. J'avais 71 ans quand j'ai compris que le véritable amour n'exige pas que vous deveniez invisible. J'avais 71 ans quand j'ai appris que la famille qui vous aime vraiment ne vous ferait jamais sentir superflu. Si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. L'âge n'est pas une excuse pour accepter les mauvais traitements. La famille n'est pas une justification pour tolérer les abus. L'amour n'est pas une raison pour sacrifier sa dignité. Maintenant, quand je me promène dans mon quartier, quand je vais au marché, quand je participe aux activités du cours de menuiserie, je le fais la tête haute. Je ne suis plus l'homme qui doit demander la permission d'exister. Je suis Henri Moreau, un homme qui s'est défendu quand c'était nécessaire, qui a revendiqué ce qui lui appartenait, qui a placé sa propre dignité au-dessus du confort des autres. Et chaque soir, quand je me couche dans mon lit, dans ma maison, entouré des personnes qui m'aiment vraiment, je remercie d'avoir trouvé le courage de changer mon histoire, parce qu'au final, personne ne peut effacer un homme de sa propre vie à moins qu'il ne le permette. Et moi, Henri Moreau, je ne le permettrai plus jamais.
N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et commenter d'où vous nous regardez. Votre soutien est précieux pour notre communauté qui grandit chaque jour.